Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale qui n'est pas sur le Rig Veda, qui est au sujet de l'illumination de oui, alors on l'appelle comme ça, c'est moi il faut bien lui donner un nom, la moksha ou le samadhi ou le nirvana, enfin bon, on donne le nom qu'on veut, de toute façon ça convient pas. Euh, donc, alors, avant de rentrer dans le sujet, je vous fais un petit prologue. Et oui. En 1942, un certain Albert Hofmann, qui travaillait dans les laboratoires Sandoz à Bâle en Suisse, a découvert un peu par hasard, c'est-à-dire il travaillait sur un produit et il a découvert un peu par hasard et malgré lui le LSD. Donc il travaillait sur l'ergot de seigle et pour trouver un médicament miracle qui soignerait les gens qui ont des problèmes mentaux, psychiques, etc. Et, et donc une infime gouttelette serait peut-être tombée sur sa peau, mais on n'en sait rien. Et quand après son boulot, lui, il est rentré chez lui, c'était en 42, donc pendant la guerre, c'était en vélo, parce que tout le monde n'avait pas de voiture à ce moment-là. Et pendant qu'il rentrait en vélo chez lui, le LSD a monté et il s'est retrouvé dans un drôle d'état. Il ne s'y attendait pas du tout. Donc il est revenu le lendemain. Il en a pris quelques milligrammes, comme ça, à tout hasard pour tester. Et c'était bien trop. Il a passé une nuit épouvantable, tout seul dans son appartement. Et oui, parce que le LSD, ça se compte en microgrammes, c'est-à-dire en millionième de grammes. Donc si tu prends des milligrammes, ça fait beaucoup. Donc depuis, l'armée américaine a réussi à mettre la main sur le produit en question. C'est dit que c'était peut-être une arme nouvelle qui allait pouvoir vaincre les ennemis. Donc à ce sujet, je vous conseille, vous allez voir, si je retrouve la vidéo, je la mets dans la description. Ça a été déclassifié par l'armée américaine et on voit des expériences qui sont faites sur les troupes dans des manœuvres. Vous avez les bons qui jouent à la guerre et qui sont sérieux comme des papes et qui sont dans des embuscades et tout. Et puis les méchants à qui on a donné du LSD avant, qui arrivent en face. Ça vaut la peine. Je vais essayer de vous retrouver ça. Je la mets en description. Voilà. Bon, ça c'était c'était un peu comment dire le prologue, parce que je ne sais plus bon, voilà, c'était le prologue. Ah oui, le LSD, donc les gens connaissaient l'ergot de seigle. Au Moyen-Âge, il y avait des villages entiers qui tout d'un coup, pouf, se retrouvaient en trip, sans savoir pourquoi au départ. Mais ils ont vu qu'il y avait un problème. D'où venait le problème? C'est-à-dire que les riches mangeaient du pain blanc et les pauvres mangeaient du pain noir, enfin ce qu'on appelait le pain noir, c'est-à-dire du pain de seigle. Et de temps en temps, le boulanger avait
du seigle ergoté, c'est-à-dire le ergot de seigle, c'est un champignon qui pousse quand c'est mal conservé ou quand il y a un peu trop d'humidité ou quelque chose comme ça. Et donc tout le village se retrouvait comme ça, mais seulement le problème c'est qu'eux ils s'y attendaient pas, ils savaient pas qu'ils avaient pris ça, ils connaissaient pas, et donc ils pensaient qu'ils devenaient fous. Hein, et donc ça s'est appelé le mal des ardents. Voilà. Bon, fin du prologue. C'est ça. Voilà, je vous conseille ça à lire, hein, c'est toute l'histoire. C'est Albert Hoffman, c'est traduit en français. C'est tout son truc. Et ben, là, tiens, justement, il rentre en vélo. C'est le soir où il en a pris sans le vouloir. Bon, voilà. Alors, Stanislas Grof, c'est un type qui est né en 1931 à Prague, à l'époque ça s'appelait la Tchécoslovaquie, maintenant c'est la République tchèque, mais à l'époque c'était communiste. Il était psychiatre. Ses chefs, lui avaient donné comme consigne de travailler sur ce nouveau truc qui venait de barboter aux Américains, parce que bon, hein, les services secrets, etc. Et voir, mais pas pour des histoires de guerre, pour voir s'ils pouvaient trouver un médicament pour se soigner les gens qui avaient des problèmes psychiatriques. Il en a pris 4 fois avant de l'essayer sur d'autres gens. Comme ça, il savait de quoi il parlait. Et il a réussi pendant quelques années, il a fait ça. Et ça marchait. Il travaillait avec des schizophrènes, même graves, hein, des gens qui étaient bien touchés. Et il arrivait à les soigner quelquefois en une fois. Ah, c'est ça qui est le truc surprenant. C'est pas un traitement, c'est une expérience et si c'est bien fait, etc. Bon, bref, lui, alors ce qu'il leur faisait, c'est qu'il les faisait régresser. Hein, il leur donnait le LSD et puis il leur bandait les yeux. Il leur mettait de la musique, soit dans un casque ou peut-être pas d'ailleurs. Enfin, je sais plus. Il leur mettait de la musique. Et il les faisait régresser jusqu'à l'accouchement, jusqu'à leur naissance, quoi. Hein, et parce que souvent les problèmes psychiques, certains problèmes psychiques, datent de ce moment-là. L'accouchement qui est difficile, quand ils arrivent à le revivre, après, c'est fini. Hein, ils comprennent que, voilà, etc. Moi, par exemple, j'étais sorti avec les fers. Il a fallu me sortir avec des... Ils m'ont pris la tête comme ça. Je ne vais pas venir. Le monde, là, oh non. Ça ne me dit rien. Bon. Mais je ne suis pas schizophrène. Je ne pense pas. Voilà. Donc, Stanislas Grof a travaillé comme ça. Et puis, au bout d'un moment, il s'est dit, le communisme, c'est bien joli, mais je vais choisir la liberté, comme on disait à l'époque. On choisit la liberté et il est parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, il s'est installé, comme il était diplômé et tout, il a trouvé du boulot dans des universités
et à Big Sur en particulier. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais Sur, peut-être Big Sur. Il a pu mener des expériences pendant quelques années avec le LSD, puisqu'à l'époque, c'était pas encore interdit. Et il continuait de soigner les gens, et puis il s'est aperçu que tout le monde n'est... Alors, il y avait des gens qui étaient plus ou moins atteints, et puis il y avait d'autres qui avaient des petits trucs, et puis hop, tout ça, ça passait, c'était réglé, et ils avaient des expériences spirituelles. Et ça, ça l'a intéressé parce qu'il s'était dit, tiens, ça c'est un truc que personne ne recherche, surtout pas l'armée. Et donc il a trouvé il a fait des expériences sur des étudiants. Des étudiants qui avaient besoin de sous pour leurs études, parce que là-bas tout est payant aux États-Unis. Et donc, parmi eux, il y avait un certain Timothy Leary, etc. Bon, voilà. Ou alors lui, Timothy Leary, c'est lui qui a fait connaître le LSD. Je ne sais pas s'il était avec Groff ou bien avec l'armée américaine. Je ne me rappelle plus. Ouais, bref. Ces expériences il était impressionné parce que ça marchait vraiment très bien et ça correspondait, d'après les descriptions, d'après ce qu'on lui disait. D'ailleurs, vous allez pouvoir trouver ça tout dans ses bouquins. Il en a écrit une quantité incroyable. J'ai l'ultime voyage, mais j'en ai plein d'autres derrière et puis en haut. Groff, donc il s'est aperçu que c'était vraiment, ça ressemblait à ce qui était décrit un peu dans tout ce qui était littérature indienne. Et est arrivé Richard Nixon. Richard Nixon, qui Tricky Dicky, de son surnom, après le Watergate, qui était ce qu'il était, c'est-à-dire un type peu intéressant, et qui surtout s'intéressait à l'argent, mais enfin, aux États-Unis, je crois que c'est à peu près pour tout le monde, à peu près tout le monde comme ça. Il y a eu à ce moment, c'était au début des années 60, les sectes américaines, il y a quelques sectes américaines, vous savez, les pentecôtistes, méthodistes, adventistes du 7e jour, enfin, je ne sais pas lesquels, hein, mais ils en ont des quantités incroyables. Et ces sectes-là sont partis en croisade contre le LSD, parce qu'ils disaient, qu'est-ce que c'est que ça? Ça rend nos enfants complètement cinglés. Et il y a eu toute une campagne de presse qui a été faite, qui a reposé sur rien. Parce que moi j'ai cherché, et puis je suis pas le seul, ils ont inventé un tas de choses, en particulier la fameuse légende des gens qui prenaient du LSD, qui se prenaient pour des oiseaux et qui s'envolaient par la fenêtre, hein, des grands immeubles américains. Là. Bon, alors il y a peut-être eu un accident un jour, mais que les gens se prennent pour des oiseaux et s'envolent par la fenêtre, avec ou sans les LSD, non. Enfin, non. Ah, complètement bourré, peut-être, oui.
mais avec les choses de l'esprit, non. Donc j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Il y a peut-être eu un accident un jour. Voilà. Bon, bref, Nixon lui a dit, clac, terminé, interdiction totale, et y compris les recherches. Donc tous les scientifiques qui travaillaient sur le produit ont tout arrêté. Surtout qu'en plus, ils s'étaient aperçus que pour l'armée, ça marchait pas du tout. Si je retrouve les vidéos, vous verrez par vous-même. Et donc Stanislas Grof, du coup, dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Et il s'est dit, je vais donc remplacer ce produit-là qui était qui correspondait au soma, si vous voulez. Hein, et je vais remplacer ça par une technique non chimique, enfin chimique. Ouais, on va appeler ça comme ça, non chimique. Et donc avec quelques yogis, mais pas des yogis connus, hein, de simples yogis qui pratiquaient le pranayama, il a mis au point une technique qui s'appelle la respiration holotropique. C'est une technique de respiration qui est relativement simple, avec là aussi accompagné de musique. Lui, il utilisait surtout de la musique classique, mais il utilisait aussi, et ce qui nous fait, nous ici en Bretagne, grand plaisir, un des disques d'Alan Stivell, Renaissance de la harpe celtique, et c'est une musique planante comme tout. Merci Alan. Il a fait, sans le savoir, je ne sais pas s'il est au courant que Grof utilisait sa musique. En tout cas, si quelqu'un le connaît, faites-lui suivre le message. Oui, donc il a mis cette technique-là au point. Et avec cette technique, il arrivait exactement au même résultat qu'avec le LSD. Exactement. Hein, il l'explique dans tous ses livres, hein, ça il n'y a pas de problème, mais le livre que je vous recommanderais, que je n'ai pas retrouvé dans mon armoire là ni dans l'autre, qui est peut-être là-haut, c'est les nouveaux états de la conscience, en français. En anglais c'est autre chose, mais je ne sais plus. Vous trouverez d'ailleurs tous les renseignements sur mon site rigveda.blog. Donc dans son bouquin, il raconte tout, et il a fait plein d'autres choses. Attendez, hein, il n'y a pas que ça. Mais il raconte qu'il obtient exactement les mêmes effets. Donc, alors à partir de là, lui, il a développé un truc qu'il appelle la psychologie transpersonnelle, qui est c'est assez proche, hein, de tout ce qui est indien et védique et autres choses de cette famille. Et il a aussi, alors là c'était pour les malades, il a aussi développé des théories sur les matrices périnatales. Hein, tout ce qui entoure tout ce qui tourne autour de l'accouchement. Et
bon, pour soigner les schizophrènes et puis les gens qui étaient bien atteints, et ça marchait bien. Ça marche très bien d'ailleurs, puisque tout ce qui est en ce moment, hein, les scientifiques se sont aperçus depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, je crois, au moins, que en fait ces trucs comme LSD, psilocybine et autres molécules comme les tryptamines, voilà. C'est une famille de molécules, les tryptamines, qui est dérivé le nom est dérivé de la molécule qu'on produit nous-mêmes dans notre cerveau, dans la glande pinéale, et qui s'appelle la diméthyltryptamine, qu'on appelle la DMT. C'est plus simple, c'est comme le LSD, c'est l'acide lysergique diéthylamide. Voilà, c'est un peu compliqué à dire, donc on utilise les trucs. Et donc il a soigné ces gens-là se sont aperçus qu'ils pouvaient soigner certaines maladies par simplement une prise de ces produits-là. Pratiquement dans tous les pays occidentaux, il y a des expériences qui sont menées. En France, ils utilisent la kétamine, c'est le truc préféré d'Elon Musk. Il en prenait tous les 15 jours. Alors là, ça m'étonne pas qu'il soit à moitié cinglé. Faut pas faire n'importe quoi avec ça. C'est quelque chose de sérieux. Donc, en France, ils font des essais, où ils continuent à en faire, où ils en ont fait, avec la kétamine. Mais ailleurs, ça a été soit le LSD, par exemple, en Suisse, la psilocybine aux Pays-Bas, la moitié des États-Unis. Là, c'est... je crois qu'il y a plusieurs, ça doit varier selon les États. Au Canada, c'est complètement libre. Aux Pays-Bas, c'est libre aussi, mais c'est encore sous surveillance. Enfin, ils prennent extrêmement beaucoup de précautions. En Suisse, il suffit d'aller à l'hôpital. Et c'est avec du LSD. Ça dure 12 heures, le LSD. Alors que la psilocybine, c'est 6 heures. Donc, ça se généralise. Le Portugal a tout dépénalisé, tous ces trucs-là. Parce que, alors oui, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont aperçus que ça n'était pas une drogue. Hein. C'était un produit psychoactif, ça, il n'y a pas de problème, mais vous en avez dans un verre de vin ou une bière. Vous buvez une bière, hein, c'est psychoactif. Vous en buvez 5, ça l'est encore plus. Et le résultat n'est pas forcément très joli. Et donc, ils sont aperçus que oui, d'accord, c'est un produit psychoactif, mais il est pour que ce soit classé comme drogue et comme produit rigoureusement interdit, il faut qu'il corresponde à 3 critères, que ce soit addictif. Or, là, ça ne peut pas l'être. Même si Elon Musk en prend tous les 15 jours, on ne peut pas être addict de ce produit-là, parce que c'est comme ça. C'est alors donc addictif. Que ce soit dangereux pour la santé, ben non.
Hein. Le lendemain matin, vous repartez au boulot comme si de rien n'était. Il n'y a pas et qui puisse provoquer la mort en cas de surdosage, ce qui n'est pas le cas. Hein. Vous pouvez en prendre des... ça a été le cas d'ailleurs d'Albert Hoffman, hein, quand il a pris ses millilitres de LSD. Si ça avait été dangereux, il serait mort depuis longtemps, depuis 1942. Donc voilà. Donc ça va être bientôt déclassifié et considéré comme un produit dangereux, certes, hein, enfin dangereux, si c'est mal utilisé, mais très efficace ne serait-ce que pour la santé mentale et et puis bon, peut-être alors, ce qu'ils appellent l'effet récréatif, c'est pas, enfin bon, ça c'est loin d'être sûr quand même. Bon, oui, alors ce que je dis, c'est donc ce produit-là n'est pas à prendre n'importe comment, bien entendu, évidemment. Hein, c'est à faire dans les conditions et pas en France, surtout pas, parce que c'est encore très interdit, surtout avec les lascars qu'on a en ce moment. Donc Grof a donc a été obligé d'abandonner le LSD parce que il pouvait quand même continuer ses recherches, mais alors c'était compliqué, ça devenait bureaucratique, très 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 embêtant, et donc bon, il a développé la respiration holotropique. La respiration holotropique, c'est simplement un truc qui est vieux comme le monde, hein. C'est le pranayama. Il y a plusieurs techniques, mais c'est une combinaison de relaxation et puis de respiration. Ça peut être Kapalabhati, par exemple, peut-être, probablement d'ailleurs même. Avec Kapalabhati, on doit pouvoir y arriver. Un Kapalabhati, c'est une technique d'hyperventilation. Hein. Donc tout ça bien fait et bien organisé, ça marche très bien. Je connais personnellement quelqu'un qui a fait les deux, et je connais très bien la personne, très très bien, et qui a fait les deux. Et alors c'était dans le cadre de soins, hein, de soins pour il y avait des problèmes de dépression, enfin de choses comme ça, clac, réglé. Mais elle avait fait les deux le même jour, la personne en question. Une fois. Réglé. Donc Grof a fait ça pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Là, maintenant, il doit avoir 94 ans. 94 ans, on va dire. Bon, alors, il ne doit plus exercer, hein, c'est sûr. Mais il y a vous pouvez trouver ça un peu partout. C'est légal en France, hein, la respiration holotropique, puisqu'il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Donc vous pouvez trouver, en cherchant bien, des gens qui organisent des sessions comme ça. Donc les amateurs de yoga qui ont besoin d'un coup de pouce, peut-être, je ne sais pas, peuvent y aller à faire du pranayama. Ça reste dans
Ça reste dans leurs compétences. C'est dans leurs compétences. Voilà. Donc, Stanislas Grof a donc démontré par la pratique et pendant des 50 ans peut-être, hein, oui, au moins 50 ans, qu'il arrivait exactement au même résultat, il n'arrête pas de le dire, que ce soit en utilisant en utilisant un psychédélique ou un dérivé du pranayama, donc la respiration holotropique. Il l'a démontré et ça a fait un bien énorme parce que beaucoup de gens disent bah non, c'est pas pareil, ça peut pas être la même chose parce que on nous a tellement bourré le crâne avec ça justement que tout le monde dit non, mais non, ça n'a rien à voir, c'est des illusions. Mais même moi qui suis passé par là dans mon jeune temps, il y a quand même quelques années de ça, au bout d'un moment, j'étais en train je me disais, mais est-ce que je me suis pas fait des idées, est-ce que... Et quand j'ai lu, je suis tombé sur Stanislas Grof, qui m'a été conseillé sur Internet par une dame, une fille, je ne sais pas, quelqu'un qui m'a dit, parce que j'avais posé la question, l'idéal, c'était sur un forum, c'était avant qu'il y ait eu Facebook et tout ça, c'était un forum, je ne sais plus lequel d'ailleurs, et je disais, moi, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui a fait les deux, hein, qui a pris un psychédélique et qui, de l'autre côté, a fait la respiration holotropique et puis voir qu'est-ce qu'il en pense. Et puis cette dame-là m'a dit lisez donc Grof et vous allez voir. Ah ouais, ben voilà. Donc j'ai lu pas tous ces bouquins parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais presque tous. Ils n'ont pas tous été traduits, je crois, parce que c'est écrit en anglais. Et je vous le conseille vivement. Alors celui que je vous conseille, c'est Les nouveaux états de la conscience, hein, où il fait une cartographie de la psyché, comme il dit. Donc vous allez avoir tout le résultat un peu de tout ce qu'il a fait avec ses expériences, que ce soit avec du LSD ou avec la respiration holotropique. Ça revient, il arrivait exactement à la même chose. Hein, donc, et tout ça est détaillé. Il parle beaucoup de ces matrices périnatales, de la psychologie transpersonnelle et aussi de l'expérience cosmique. Comment il appelle ça? Oui, une expérience. Bon, alors il utilise quelquefois des termes que je trouve un peu pompeux, mais l'expérience de la conscience cosmique ou un truc dans ce genre-là. Bon, voilà. C'est une expérience, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus, ce sera jamais juste. Voilà. Donc voilà, ce que je tenais à vous faire cette vidéo, ça fait un moment que j'y pensais, et il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit tiens, si tu pouvais nous parler de ça, bon ben voilà. Voilà, c'est fait. Alors,
ce que je peux vous conseiller aussi, allez sur mon site rigveda.blog. Vous avez une page d'ailleurs qui est avec tous les livres que vous pouvez, les livres qui m'ont aidé moi, hein, alors il y a les livres aussi que j'ai écrits, mais ça c'est à la suite, et donc avec la traduction du Rigveda, etc. Donc le soma et le pranayama, hein, pour résumer si vous voulez à la manière indienne, soma et pranayama, ça donne le même résultat. L'avantage qu'avait le soma sur le pranayama, je le dis toujours et je n'hésiterai pas à le redire, c'est que quand vous organisez, il ne faut pas faire ça n'importe comment, ça c'est sûr, ça marche pas. Mais si vous faites ça bien, il faut le faire d'une manière ritualisée, un peu comme une cérémonie ou un sacrifice védique ou une messe, enfin un truc organisé, planifié, etc. Et si vous voulez le faire avec le pranayama, c'est pas sûr que ça puisse marcher exactement au moment où vous le voulez, à moins d'être un grand yogi et spécialisé dans le pranayama. Mais il y en a, c'est pas ça qui manque. Avec le soma, les gars, ils savaient qu'il faut à peu près un quart d'heure avant que l'effet arrive, parce que un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais plus exactement, mais parce que il y a 4 jours, le sacrifice durait 5 jours. L'agnistoma, qui est le sacrifice type, si vous voulez, de base, quoi. Pendant les 4 premiers jours, il n'y avait rien, hein, des mantras, des machins, tout ça pour se préparer l'esprit, de la purification, et puis on faisait des rites comme ci et des rites comme ça, etc. Tout ça, c'était pour se préparer l'esprit. Hein, complètement oublier le boulot, la vie de tous les jours, etc. Être complètement dans l'histoire pendant 4 jours. Et donc le couple, ça se faisait à 2. Il faut toujours faire ça à 2, minimum. Et le couple qui faisait ça ne mangeait que du yaourt pendant 4 jours. Donc ça aussi, ça permet de purifier l'esprit. Et quand la veille du 5e jour, la nuit du 4e au 5e jour, il ne dormait pas du tout. Hein, il jouait au dé avec les prêtres pour rester éveillé. Et donc le matin, quand le soleil allait se lever, donc ils avaient déjà redémarré le feu, fait les premiers mantras, etc. Et préparer le soma, hein, qui était probablement de la psilocybine extraite des fameux champignons là, qui poussent partout, qui poussaient partout, avant qu'on mette des saloperies dans les champs. Il y en avait sur les bousses de vache ici en Bretagne. Et il y a eu une époque où les jeunes bretons des années 70, dans les années 70, voilà, ils consommaient. Ils allaient là, faire un petit tour à la campagne. Moi, j'ai pas fait, moi, mais parce que j'avais déjà fait largement. Donc,
Donc voilà, hein, on a les mêmes effets, les mêmes, c'est pareil, quoi. Disons que c'est que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on a les mêmes effets. Ce qui compte essentiellement, c'est trois conditions qu'il faut absolument respecter, sinon ça peut partir en vrille. C'est avoir l'esprit bien prêt, hein, l'esprit préparé, savoir ce qu'on veut, être réellement sincère, pas faire ça pour histoire de rigoler avec les copains. Ce sera pas forcément mauvais, mais c'est idiot. Hein, c'est jeter de la confiture au cochon. Donc il faut faire les choses comme ça. La deuxième, c'est l'environnement. Il ne faut pas faire ça n'importe où. Hein, les sacrifices védiques se faisaient en plein jour, mais il y a 4000 ans. Hein. Donc, moi personnellement, je préférais la nuit sous les étoiles. Voilà. Une belle nuit où il fait bon être dehors et sous les étoiles, sous la lune. Et pas un bruit, pas de lumière, pas de rien. Voilà. Ça, c'était... Donc, préparation de l'esprit, un environnement adéquat, il ne faut pas de moteur, il ne faut pas de gens qui crient, rien. Personne, allez, vous mettez dans un coin, pas tout seul, à deux minimum. Et le troisième, c'est avoir une bonne technique, donc une bonne technique, soit un bon produit, soit une bonne respiration holotropique, bien préparée, bien menée, bien par quelqu'un qui s'y connaît. Autrement, ça risque de foirer. Si ça va mal, c'est pas bien grave. Hein, c'est très, 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 très désagréable. Et ça dure le temps que dure l'effet. Mais après, il n'y a pas de séquelles, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est tout pour ce spécial Groff. Hein. Je vais voir si je retrouve les vidéos là, en question. Allez, Canavo Darnall, on se revoit bientôt pour un autre hymne du Rig Veda. On va aller dans le 10e mandala, puisque le 10e mandala nous apprend plein de choses, en particulier que c'est en fin de civilisation. C'est pas comme la nôtre où tout se déglingue parce qu'on est trop con. Ça c'est notre civilisation. Non, la leur, ça allait très bien. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la pénurie de soma, parce qu'il y a eu une sécheresse, donc il n'a pas plu, et puis il pleuvait plus, et sans pluie t'as pas de champignons, donc il y avait ça qui allait pas. Et puis petit à petit, les égaux sont revenus, mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque ça a dû durer 2 siècles à mon avis. Donc 3-4 générations, les gens, l'esprit restait quand même pas mal, mais quand vous voyez les hymnes du 10e mandala, vous voyez bien que c'est plus de la spiritualité pure, ils sont partis dans autre chose. Par exemple, vous avez des gens qui vous disent des hymnes qui sont adressés à la coépouse. Oui, il y avait certains avaient deux femmes, les rois, je pense. Enfin, les rois, attention, c'est pas des Louis XIV. C'était des rois, c'est les dirigeants.
ou peut-être une histoire de goût, j'en sais rien, allez savoir. Et il y a aussi des hymnes pour être enceinte, contre des hymnes contre l'addiction au jeu, contre contre l'inceste. Il n'y a pas de leçon de morale, mais c'est Yami et Yama. Yami c'est la femme et Yama c'est l'homme, c'est des jumeaux. Et Yami a envie de coucher avec son frère. Et lui, il dit, ça m'embête, tu veux pas aller chercher quelqu'un d'autre parce qu'il ferait aussi bien l'affaire que moi. Voilà. C'est expliqué comme ça, plutôt que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Voilà. Les choses sont dites autrement. Mais c'est l'Inde, et enfin, c'est l'Inde d'il y a 4000 ans. Depuis, là aussi, ça a changé un peu. C'est la vie. Bon, alors, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous retrouve un de ces jours, je ne sais pas quand. Mais ça va pas tarder parce que... Mais alors, avec la chaleur qu'il va y avoir, ça va devenir dur. Allez, Kenavo dans l'eau et Betek. Alors, à la prochaine. Hein.